Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amoureux de l'information, amoureux de la culture, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. L'entretien de ce jour va aborder deux sujets qui vous intéressent. Primo, nous allons parler de la tenue des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Une requête a été déposée à la Cour constitutionnelle et l'auteur de la requête qui avait mandaté son conseil, si pas ses avocats, vient répondre à certaines questions que vous aviez eu à poser, mais il doit aussi nous apporter la lumière. Lui, c'est Joe Sekimonyo, professeur des universités, chercheur, il est auteur de plusieurs publication, c'est un homme qui réfléchit et il réfléchit en même temps à haute voix. Et nous allons parler de Bunagana dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. 3 mois déjà, quelle suite, quelle solution? Attaquons la question des élections. La tenue des élections en 2023, Joe Sekimonyo, bienvenue à ce nouveau numéro. Vous y croyez? Je pense à la grande discussion auquel on se focalise, on fait l'erreur, on parle de crédibilité au lieu de la pertinence. Si on pense, est-ce que les élections seront crédibles? Les élections partout au monde ne sont pas tellement crédibles. On voit bien que Donald Trump aux États-Unis, il dit quelqu'un a triché et tout ça. Mais le plus important dans une démocratie, c'est la pertinence. Est-ce que les élections 2023, pour une fois, seront pertinentes comme dans les années 1960? Jusque-là, non. Mais c'est à nous tous de lever la qualité du dialogue pour qu'on change les règles des jeux. Comme je dis, après tout, la démocratie, c'est un marché d'idées et les élections dans un système démocratique, c'est une bataille d'idées. On doit présenter différentes idées à la population, c'est à eux de choisir. Mais telles que les règles des jeux sont établies, on peut qu'avoir une alternance, on n'aura pas de changement. Je dis, ma requête a fait ressurgir les deux notions des élections. Une, c'est la sélection parmi un groupe de gens qu'aujourd'hui, heureusement, qu'on est à la place des évolués, qui se disent évoluer, qui se disent vouloir remplacer le petit blanc ou s'être assimilé au petit blanc, tout ça, qu'on doit choisir. Et l'autre notion que de gens comme moi qui disent non, ça doit être ouvert à tout le monde. Demander à un candidat président 100 000 $. Comme caution, c'est pas normal, c'est pas juste. Ça veut dire que c'est seulement un petit groupe parmi l'élite qui peuvent participer. On ne va même pas parler d'où ils vont trouver l'argent. Mais ça veut dire que ça ne sera pas déjà, dès le début, c'est une guerre, une bataille d'argent. Des deux, déjà, quand on regarde, c'est de représentativité, 1%, 3% national, ce qui fait qu'un indépendant, il est déjà hors circuit. 2, ça vous fait une bagatelle déjà de 300 000 pour rien que participer. Et c'est qu'un parti peut faire une approche de la cueillette. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à aligner des candidats partout. Et celui qui a gagné, dès que son parti n'a pas 1%, c'est eux qui récupèrent. Ça sera un gros parti. Il y aura le plus grand vainqueur des élections. Selon ces règles de jeu, ça sera le plus grand perdant qui va aller partout ramasser tous les gagnants qui ont échoué. Alors c'était très important, en tant que citoyen congolais simple, de faire comprendre tout d'abord aux Congolais qu'une loi qu'on ne trouve pas juste, qu'on ne trouve pas constitutionnelle, un citoyen congolais, malgré qu'elle a été votée par le Parlement, malgré qu'elle a été signée par un président de la République, peut défier cette loi en allant à la Cour constitutionnelle. C'est leur travail. Ça, c'est la première leçon. 2, c'est parce que je dis, notre démocratie, elle doit être inclusive. Elle ne doit pas être exclusive. Et on voit ça, on a vu comment c'est allé de 2006 en 2018 à 2000. De plus en plus, on ferme aux indépendants et tout âme indépendant d'y participer. Et surtout, on discrimine à cause de la classe économique qui est inconstitutionnelle. C'est tellement triste. On se retrouve vers les années 40 où il y a un groupe, je les appelle les pères Paul Lomami, Chibanda, qu'on a oublié aujourd'hui, qui avait écrit dans un journal du temps, La Voix du Congo, pour dire les évolués, ceux qui se sont civilisés, devaient avoir une autre mesure où le blanc devait le considérer mieux que les indigènes.
Hein, indigène, déjà, le terme, c'est un peu animal. Ce sont les animaux qui sont plus indigènes. Mais c'était ça. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a des lettres en 1945 qui réclamaient cela. Ce n'était pas qu'ils étaient contre la colonisation, mais se disaient, non, les gens qui ont fait l'école missionnaire, les gens qui parlent français, qui agissent comme le petit blanc, ils ne devaient pas aller à la cour des chefs coutumiers. On devait les juger à la cour comme les petits blancs. Alors, aujourd'hui, ça se répète. On a tous les Paul Lomami, Tshibanda, qui écrivent une constitution qui est tracée à leur mesure pour protéger leurs intérêts. Et ça, ce n'est pas juste. En tant que citoyen congolais simple. Citoyen congolais simple, vous décriez les injustices que vous retrouvez déjà au sein de la Constitution même. Avez-vous eu le temps de comprendre l'esprit de ces articles? Est-ce ce n'est pas pour éviter qu'il y ait pléthore de candidats président de la République, de peur qu'on ne puisse pas en 2 tours avoir le résultat voulu, le résultat réel, parce que plus on a de candidats qui participent, l'électorat devient effrité. Oui, mais ça encore, c'est une notion des évolués en 1945. Il y a 2 Congolais. Il y a les intelligents qui doivent décider. On ne peut que choisir parmi eux. Et les autres sont immatures. Si on les laisse plusieurs options, ils ne sauront pas choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je dis, si on a 1 million de candidats à la présidence, c'est quoi le problème? Ce n'est pas un problème, le Congolais va choisir. Si on veut discriminer, on sait comment discriminer. Par exemple, aujourd'hui, si tu as moins de 18 ans, le jour de l'enrôlement, à la fin de l'enrôlement, tu ne peux pas voter. Ça veut dire que tu sois riche, pauvre, géant, femme, homme. Tu peux même avoir un PhD. À 17 ans, tu ne vas pas voter. On a discriminé tout le monde sur la même base. Ça veut dire, je dis, l'alternative ou le changement de cette loi, on devait dire, si on veut discriminer, on doit la rendre plus compétitive. On doit demander au candidat à la présidence, tout comme au gouvernement, tout comme à n'importe quel niveau, pas l'argent, mais les signatures, les pétitions. Ça veut dire, si on demande un candidat à la présidence, il doit apporter 100 000 signatures. Si un riche utilise des millions pour s'acheter les 100 000 signatures, ce n'est pas un problème. Mais si un pauvre aussi, il convainc par ses idées 100 000 personnes pour signer, pour qu'il soit candidat à la présidence, ce n'est pas aussi un problème. Ça rend compétitif. Mais premièrement, on doit enlever l'idée qu'on va avoir pléthore de candidats, c'est mauvais. Non, ça c'est élitiste. Pourquoi pas? Le Congolais n'est pas aussi immature que ça. Il va choisir ce qu'il veut. 2, la meilleure façon de discriminer, c'est rendre une discrimination beaucoup plus positive. C'est un marché d'idées après tout. On doit demander au président, par exemple, 100 000 signatures. Même si le gouverneur, on va les lire indirectement, on devait lui dire de rapporter 20 000 signatures. Comme ça, on sait quelque part. La population a participé au choix du gouverneur. Si même le candidat député national, au lieu d'amener 5 000 balles, ils doivent amener 5 000 signatures, ce qui fait qu'on n'aura pas de candidat de 200 voix. Vous avez des candidats de 200 voix, mais qui ont pu trouver 5 000. C'est quoi le problème? Ça veut dire qu'on doit leur demander 5 000 pétitions. Ça garantit déjà qu'ils auront au moins 5 000 voix. On ne peut pas en faire. Malgré les 5 000, on a des candidats qui ont 100 voix. Comment ça se fait quelqu'un qui a pu avoir 5 000, mais il a eu 100 voix? Ça veut dire qu'il a pris la place d'un pauvre ou quelqu'un qui était plus fauché, mais qui pouvait réunir 20 000 candidats. Juste par la force d'idées, la compétition. Le rôle de l'argent dans une démocratie, ce n'est pas pour participer, c'est pour diffuser l'information. Et la quantité d'argent, c'est aussi comment quelqu'un maîtrise les outils du média. Quelqu'un peut vous battre en faisant Facebook et vous pouvez aussi faire la compétition en imprimant les t-shirts. Le rôle, je répète aux gens, ce n'est pas pour faire la compétition directe de participation. Le rôle de l'argent dans une démocratie, dans une compétition démocratique, c'est la diffusion d'informations qui laisse à tout le monde faire ce qu'il veut et le montant qu'il veut pour diffuser cette information, mais pas pour participer. José Kimonyo, croyez-vous à l'aboutissement de votre démarche qui déjà commence à connaître l'adhésion
populaire après la diffusion du dépôt de votre requête auprès de la Cour constitutionnelle. Mais à cela s'ajoute un élément. 3 mois déjà, depuis que une partie de Bunagana demeure occupée par le terroriste du M23, appuyé par le Rwanda voisin, tel que ça a été démontré par le service de sécurité, par le chef de l'État et avec de pays amis qui acceptent, le pays frère qui accepte d'accompagner la République démocratique du Congo pour mettre terme à l'existence de ces terroristes. Quelle issue préconisez-vous? Est-ce que cette guerre demeure une guerre économique ou c'est une guerre d'occupation de territoire de la République démocratique du Congo? On doit se dire, tout le monde sait que c'est une guerre économique. Mais comprendre la guerre, l'implication et même la réalité, c'est ce qui est floué au public. C'est ça le problème. Commençons pour dire, j'aime bien mes frères de Bunagana, je suis du coin, mais c'est une ville. M23 était sur les collines, on les a bombardés, mais ils ont changé de stratégie, ils sont dans une ville. Ça veut dire que l'armée ne peut pas les chasser, c'est pas ça le problème. Dire qu'on va acheter un Mirage pour bombarder une ville, on va tuer des innocents. C'est ça qu'on doit dire au public. On ne peut pas dire l'armée est en mesure de les déloger. Mais ils ne sont pas sur une colline, ils ne sont pas dans la brousse, ils sont dans une ville. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça veut dire quoi? C'est la notion émotionnelle en tant que Congolais pour dire est-ce qu'on est d'accord que l'armée entre et balaye une milice de terroristes qui n'ont pas vraiment d'uniforme ou général. Hein? C'est compliqué de loger un groupe terroriste dans une ville. C'est ça que même les Américains ont fait tellement de dégâts en Irak, ils ont fait tellement de dégâts en Afghanistan quand les groupes Al-Qaïda et tout ça entraient dans les villes. C'est compliqué. L'armée a les moyens, mais c'est question de dire quel est le prix à payer. Est-ce qu'on sera en mesure d'accepter que l'armée est entrée pendant qu'ils balayaient, ils ont tué un Congolais civil? Tout le monde va crier. C'est ça la discussion doit se faire. Des deux, c'est Bunagana, c'est une ville. J'aime bien mon pays. On dit, je ne crois pas qu'on peut laisser 1 centimètre à un autre pays. Mais on doit mettre ça dans un contexte. Le contexte, c'est quoi? Les groupes terroristes ont pris Bunagana, c'est une ville. Ce n'est pas toute la République. Quand on crie, on se tire sur la jambe sur le plan économique. Et qui en profite, c'est le même voisin qu'on est en train de pointer, qui est en train de supporter ce groupe terroriste. C'est ça, on se tue. Parce qu'aujourd'hui, le monde pense que Bunagana, c'est jusqu'à Kinshasa. Ils n'ont pas pris Rutshuru. Ils ont pris Bunagana. Je suis fier de mon coin, mais on doit mettre ça dans un contexte. C'est une ville, c'est compliqué pour l'armée. 2, c'est une ville. 2, Bunagana n'est qu'une ville stratégique qu'à la RDC. Pourquoi? C'est frontalier. Pour faire l'argent à la frontière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le produit quitte l'Ouganda pour venir à Goma. Tant que ça ne marche pas, c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont aujourd'hui en train de piller les maisons des gens, qu'ils sont en train de piller les fermes des gens. Si c'était aussi stratégique pour eux faire l'argent, ils n'allaient pas le faire. Dès que c'est bloqué, la ville de Bunagana est seulement stratégique à la RDC. Sans ça, ils ne font pas d'argent. On est en train de se tirer dans l'argent pour dire c'est la ville stratégique parce qu'il y a d'autres frontières. On peut aujourd'hui décider de fermer la frontière de Bunagana. Oui, Bunagana c'est une ville importante, disons économiquement, il y a mes frères qui vivent, mais elle est commercialement primitive. Il n'y a rien qui produit à Bunagana. On peut recréer Bunagana n'importe où. On peut faire stratégiquement, on la ferme. Nous, le Congo, on peut décider parce que rien n'y passe. Ce n'est pas stratégique. 3, il y a un autre élément qu'on doit se dire. On veut négocier avec qui? Si on dit on veut négocier avec le M23, ce sont des Congolais. On sait bien que le Rwanda, M. Paul Kagame, a déclaré c'est pour ses intérêts de sécurité de sa nation. Ça veut dire qu'un citoyen congolais a pris une arme pour tuer notre citoyen congolais pour les intérêts de notre pays. Ça, c'est la haute trahison. Très haute trahison. Et vous allez négocier avec des traîtres.
dans une démocratie qui dit, quand on perd les élections, on attend. Ça veut dire qu'on n'a pas convaincu avec les idées. Fayoulou n'a pas commencé la guerre. Tout le monde, Chadar n'a pas commencé une guerre. Il a perdu les élections. Il attend une autre phase. Il y a tellement... On a 500 députés au Parlement. Ça veut dire combien d'autres qu'ils ont battus. Si tout le monde qu'ils avaient battu se disent non, moi je dois faire la guerre pour me faire entendre, combien de groupes armés on aura partout en RDC? On ne peut pas négocier avec les armes avec un terroriste et surtout un traître dans une démocratie. Sinon tout le monde va le faire. Des deux, même si on est mixé aujourd'hui dans l'armée, vous avez un commandant que tout le monde pense, on sait déjà que c'est un traître, qui il va faire. Et ça ne fait que se répéter. Des deux, disons qu'ils ne sont pas citoyens congolais, ils sont rwandais. Mais comme le Rwanda a dit, ce ne sont pas, c'est pas l'armée rwandaise, c'est un groupe terroriste étranger. On va négocier avec un groupe terroriste étranger. Pourquoi? Pour lui donner quoi? Alors, ça nous met dans un fait qu'on ne peut pas négocier. Je ne vois pas sur quel point on va négocier. Pourquoi? Comment? 3, ou je dis le 4e point, c'est celui. On a battu un 23. Ils sont rentrés. Il y a CNDP, on les bat, ils rentrent. Pourquoi? On est en train de se battre avec un symptôme, mais pas une maladie. On a 9 voisins. Notre plus grand partenaire, c'est la Zambie. Zambie est en train de nous battre économiquement en construisant les routes, les ponts. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'Angola, c'est la route, le chemin de fer. Ils sont en train de nous battre économiquement. On fait une guerre économique. On a un voisin qui a décidé, pour son modèle économique, il doit faire la guerre chez nous. C'est une façon primitive. On ne doit pas se laisser entraîner dans leurs problèmes primitifs. On ne doit pas. Pour les intérêts économiques d'une nation, qui, après toutes ces guerres, elle est encore toujours pauvre. Alors on doit se dire, la guerre doit être économique. On doit étouffer la maladie et non seulement le symptôme. On sait pour faire toute cette guerre, pour amener les groupes milices, ça prend l'argent. Je dis, on a fait une embargo, on dit tout simplement, je répète, tout citoyen congolais ou tout compagnie en RDC ne doit pas faire des transactions de business avec un citoyen rwandais ou une compagnie qui est enregistrée au Rwanda. Rien que ça, psychologiquement, ça fait tomber leur économie. Pourquoi? On dit que le Rwanda, ce n'est pas lui qui nous fait la guerre, il y a des gens derrière lui. Ces gens derrière lui, ce n'est pas, comment on appelle ça, des petits prêtres. Ils veulent l'argent, c'est business. Mais dès qu'on met en difficulté leur compagnie, qui peut être une compagnie française, américaine, juive, pour faire business en RDC, ils vont faire que le Rwanda, le Paul Kagame, change d'avis. Et ça va marcher. C'est après qu'on peut appliquer la solution militaire ou en même temps, parce qu'on saura, un point pour tout, on va vaincre. Parce qu'aujourd'hui, je vous garantis, on peut envoyer l'armée, récupérer Bunagana, ils vont ressurgir. Où est-ce qu'ils vont courir? Au Rwanda, au Ouganda? Ils vont rentrer. Ils vont aller quelque part ailleurs. Non, on doit attaquer la maladie. Et dès qu'on attaque économiquement un pays comme le Rwanda, tous les autres voisins vont comprendre, un Burundi ou même aujourd'hui l'Ouganda, ce sont des businessmen. Ils vont comprendre. Tu nous attaques, tu envoies ou les citoyens congolais qui sont des traîtres, ou même une millier de terroristes, on va t'attaquer économiquement. Et ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de la RDC et la RDC n'a pas besoin d'eux. Le dernier point à souligner, c'est le Congo qui dit le secrétaire d'État américain est venu, il n'a rien fait. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La solution de la RCC va venir des Congolais. Nulle part ailleurs. On a trouvé que c'était le Rwanda. On doit le punir. Ce n'est pas aux autres de le faire à notre place. On doit le punir et les autres vont suivre. Tant qu'on ne fait pas ce qu'on veut, les autres ne feront pas ça pour nous. On doit montrer une certaine maturité dans nos solutions. On ne doit pas attendre les autres. On ne peut pas crier ta maison à ta feu et tu dis le voisin ne vient pas me sauver. C'est nous qui devons déjà sauver la maison et le voisin il va contribuer parce qu'il verra ton action que tu es en train de faire. Le voisin verra ton action et il faut punir le voisin économiquement. Mais l'option militaire aussi reste toujours à soutenir. Alors, nous revenons pour chuter avec la question de si vous croyez à votre démarche pour pouvoir faire comprendre à la Cour constitutionnelle que ces articles-là violent les libertés et qu'on en a besoin pour changer. Et
la rentrée parlementaire de ce 15 septembre, qu'est-ce que ça vous inspire ou quelles sont vos attentes sur le plan économique, puisque nous signalons que vous êtes expert en économie et un analyste en finances publiques. Sur le plan économique, quelles sont vos attentes ou encore les budgets à venir qui créent beaucoup trop de spéculations, et sur le plan social, que doit-on attendre? Donc d'abord, croyez-vous à votre action auprès de la Cour constitutionnelle et les attentes par rapport à la rentrée parlementaire? Oui, je veux commencer par l'outil militaire. Je dis oui, ça doit être là pour finir, balayer le symptôme, pour le finir. Mais ça, ce n'est pas la solution de cette maladie. Sinon, on va continuer à envoyer des militaires. On doit avoir des vétérans de la guerre avec un autre pays, pas entre nous, soi-disant. Ça doit toujours être là pour refermer. Mais on doit clouer la maladie d'où elle vient. Quand on parle de ma requête, j'y crois. Je pense même que c'est l'occasion qu'attendait la Cour constitutionnelle pour faire son travail. Parce que même si une loi est trouvée inconstitutionnelle, la Cour constitutionnelle ne peut rien faire tant qu'un citoyen congolais ou un groupe le présente à la Cour. Je crois tellement que c'est l'occasion qu'on donne à la Cour constitutionnelle de faire son travail. Du côté des Congolais, je suis tellement, comment on appelle ça, émotionnel quand je vois les individus ou certains groupes qui ont compris, c'est ce que j'appelle une lettre d'amour pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour des générations futures, de comprendre ou d'avoir une démocratie beaucoup plus inclusive. Un fils ou une fille d'un pauvre ou riche, ils peuvent se dire demain je vais être président de la République, il ne va pas penser argent, il va penser idée. Pourquoi je serai? Est-ce que je peux être à cause de mes idées? Je suis tellement ravi. Bien sûr, il y a un contraste, parce qu'il y a des gens, je vois des gens tellement fauchés qui se disent non, le candidat doit avoir 100 000 $, sinon il doit être riche pour qu'il ne vole pas. Je dis ça ne garantit pas. Quelqu'un qui est riche, il peut être devenu riche en volant. Je dis bon, c'est tellement qu'on aurait su que les gens qui sont contre ou qui font comprendre leur voix qu'ils sont contre, on serait dit qu'il y aura une certaine classe sociale. Non. C'est sans discussion, sans distinction de genre, d'âge, même de, comment ça s'appelle ça, soubassement social. Ouais. Ça, c'est un côté, c'est le côté marrant de ma requête. De trois, il y a, je dis, l'Assemblée revient, on parle du budget. Je dis, c'est encore le Congolais qui est distrait. Et c'est ça que je dis, les élections de 2023 ne doivent pas entre la même classe des individus. Ça doit être des idées différentes, des pensées différentes. Est-ce que vraiment on va continuer à faire du budget de l'État la priorité ou de la poche du Congolais? Il n'y a pas de débat pour dire il faut rentrer, est-ce qu'on doit augmenter le SMIC à 10 $ à l'heure, est-ce que ça va tuer le business? Il n'y a pas de discussion sur ça. Tant qu'on sait que le budget n'a aucun impact sur la population. Pourquoi je dis ça? C'est ce que j'appelle le conservateur. Je dis, Monsieur le Président Tshisekedi, tout comme Fayoulou, tout comme l'ancien président, le sénateur Avi Kabila, ce sont des conservateurs idéologiques. Ça veut dire quoi? Ce sont les gens qui pensent que l'État, c'est la solution. Il doit prendre le budget et faire des projets. Et moi, je dis, je suis parmi les gens, on dit libéral. Ça veut dire quoi? Nous, on pense qu'on doit parler de la poche du Congolais en premier. Et si on parle de politique même budgétaire, je dis l'État doit prendre l'argent, créer un grand déficit et injecter. Ça veut dire que l'État ne doit pas construire les routes. L'État ne doit pas construire des champs. L'État doit trouver des manières pour injecter cet argent chez les individus. Une des manières que j'ai données, je dis même la cantine scolaire. On doit faire des cantines scolaires. C'est parce que je ne crois pas à l'agriculture, mais je me dis, on peut dire la cantine scolaire, on impose les gens qui vont faire la cuisine aux écoles d'acheter à 50% localement. Ça veut dire que l'argent de l'État va être introduit, injecté dans le commerce local, parce que quand on donne à un agriculteur, il va acheter plus qu'à manger, il peut faire autre chose. C'est une des voies pour injecter l'argent dans l'industrie locale. Ce n'est pas le budget. Moi, je dis ça ne va rien changer, on est en train de perdre le temps.
Qu'est-ce que je compte sur eux? Rien. Parce que c'est une assemblée de conservateurs. C'est comme ça que quand on parle, les gens sont passés de FCC, cash, à Union Sacrée. Il n'y a pas eu de problème parce qu'ils n'ont pas eu besoin de coaliser leurs agendas. C'est le même agenda, c'est le même état d'esprit. On doit aller en 2023 pour changer ceci. On doit aller dans la bataille idéologique. Le rôle de l'État. Le rôle, c'est quoi l'État congolais? Aujourd'hui, on croit tellement c'est une coexistence des tribus. On n'a pas changé. Ce Parlement avait la chance de changer la Constitution pour dire non, pour être citoyen congolais, c'est juste par naissance. Qui dirait, comme je dis, un libéral, je dis, on doit coexister en RDC en tant qu'individu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui sont au pouvoir, qui sont là depuis 60, qui ont décidé d'être désévolués, qui pensent qu'on doit exister en tant que tribu. Dans l'administration territoriale, on ne devrait pas avoir de place d'un chef coutumier. Collecter les taxes, pourquoi? On doit avoir des discussions sur le rôle de l'État, le rôle même de la politique financière d'abord. C'est quoi le rôle de la Banque centrale? Est-ce que c'est pour qu'il n'y ait pas d'inflation ou son rôle, c'est créer la monnaie? Et déjà qu'il faut expliquer la différence entre imprimer et créer la monnaie au Congolais. Ouais? Les banques on crie aussi, les banques sont achetées par les étrangers. Est-ce un problème? Non. Parce que le rôle de la banque, c'est donner du crédit. Ces banques ne donnent pas du crédit. Ouais. Est-ce qu'un citoyen congolais peut commencer une banque? Oui. Ça, c'est la discrimination positive. Pour commencer une banque, on peut le laisser commencer une banque juste par les idées. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il a, un business plan. On peut donner la chance aux Congolais de créer les banques et leur faire comprendre comment on va tricher. On doit créer un boom économique en RDC. Et ce n'est pas en avant un budget de l'État de 15 milliards ou 150 milliards. Ce n'est pas ça. Le boom économique, c'est fait que l'individu congolais ait là un revenu élevé. Pas les individus de l'État. Généralement, on doit élever le SMIC en RDC. Mais pour faire ça, encore, on doit avoir une bataille idéologique en 2023. Sans ça, je dis, il faut que M. Tshisekedi on doit renouveler son mandat. Parce qu'il n'y a pas de différence pour moi entre M. Tshisekedi, Fayulu, Shadari, je ne sais pas, Moïse Katumbi. Ce sont tous des conservateurs. On aura peut-être une alternative, mais de la même idéologie, rôle de l'État, rôle de la nation, rôle de la politique économique, c'est quoi le développement. On aura, si ça n'existe, si on n'arrive pas à arriver à ce niveau-là, il vaut mieux reconnaître M. Tshisekedi, au lieu d'avoir une autre tête qui a les mêmes pensées. Une autre tête qui a les mêmes pensées, comment faire la différence entre imprimer la monnaie et créer la monnaie? Mesdames, messieurs, ça fera l'objet de notre futur débat. C'était intéressant de nous entretenir aujourd'hui avec Joe Sekimonyo, professeur des universités, auteur de plusieurs publications, mais il est analyste politique, économique, il a des idées claires sur les finances publiques. C'est avec lui que nous venons d'échanger de la question d'élection en 2023, la question de Bunagana et la question de la rentrée parlementaire. Cette session qu'on appelle essentiellement budgétaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous pour la confiance que vous continuez à nous faire. Le rendez-vous est pris pour la fois prochaine avec un autre numéro d'entretien. Pourquoi pas revenir sur l'impression et la création de la monnaie. Merci à Jean-Guy Nseka. Merci à Robert Zouzi Ngoy. Et merci à Alain Ouassa pour l'accompagnement et l'assistance. Et nous vous disons merci et au revoir.